You need it. We move it. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company, or halfway around the globe in faraway markets. From Allô? 1, 2. Ah, ça fonctionne. Bonjour, on va attendre quelques minutes. Je vois déjà des visages connus. Vous avez vu... Ah, oui, tout à fait. You need it. We move it. Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company, or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transport. On va pouvoir démarrer, à moins que... On est à quelle heure? Encore 2 petites minutes. N'hésitez pas. Hein. Je vois des gens qui sont autour. Vous pouvez rentrer, on est sympa. Je pense pas qu'il y aura... Il y a une retransmission. Donc en fait, c'est une conférence qui va vivre après. Bon. Mais venez vous asseoir. On mord pas. Franchement, c'est bien. On va peut-être pouvoir démarrer. Rapprochez-vous comme à la messe. Sur les premiers rangs. Comme à la messe, on va se mettre dans les premiers rangs. Pardon? Non, dans les messes, on dit souvent rapprochez-vous, mettez-vous au premier rang, parce qu'il n'y a personne. Venez plus près de nous. Plus avec l'écho du micro, on pourrait jouer le... voilà, donc conférence de clôture, parce que c'est important de faire le bilan, surtout après une année où on ne s'était pas vu. Donc voilà, les 3 jours ont eu lieu, la SITL s'est bien tenue. 3 jours de rencontres, de débats. Là, ça va être l'occasion de dresser un premier bilan, de revenir aussi un petit peu sur ce que moi j'ai pu percevoir dans les allées du salon, et puis les différents fils rouges des conférences. Peut-être que il reste encore quelques heures, hein, donc effectivement, continuez à profiter du salon. Mais on a peut-être déjà des premiers éléments chiffrés, Thomas, pour revenir sur cette SITL. Alors l'année dernière, c'était une SITL digitale. L'année d'avant, c'était une année, un salon physique. Cette année, c'est figital, comme on dit dans le retail. Est-ce que vous avez déjà des premiers éléments à la fois chiffrés? Et je crois qu'il y a également des images qui vont accompagner ce bilan. Oui, Louise, en attendant qu'il y ait 2-3 images, mais en effet, alors déjà, je disais avec Olivier, on est ravis d'avoir tenu cette SITL. On en parlait aussi avec Jean-Baptiste de Kuhn
qui nous fait à chaque fois la confiance depuis plusieurs années d'être présent à nos côtés. Nos acheteurs aussi et visiteurs qui sont clés autour de cette table ronde, parce que c'est aussi ça, la SITL, c'est une composante de partenaires, de clients et d'acheteurs. Donc on a voulu, avec Héloïse et Célia, avoir un panel représentatif, clients, partenaires officiels. Olivier se présentera et dira quelles sont ces casquettes, et puis des acheteurs, dont un membre du comité stratégique avec Julien. C'était pour rebalayer un petit peu ce tour de table, et puis en effet, on viendra vous chercher, principalement Héloïse, mais moi aussi peut-être sur 2-3 questions. Donc j'aime bien le tennis, donc on fera peut-être quelques échanges pour venir vous chercher. Voilà, ça c'était mon préambule. Donc retour en image. Alors tu m'as posé la question, quelques KPI. Déjà, on a eu, grâce au marché, grâce aux clients, plus d'exposants que 2019, la dernière édition physique. Pour rappel, donc ça c'est plutôt une belle performance. Ça veut dire que le marché avait envie, souhaité de se retrouver, refaire du business. Et notre baseline, c'est créons les nouvelles connexions logistiques. Je crois qu'on a eu raison de la changer, de la modifier, de la retravailler d'un point de vue marketing, parce que c'était ça l'objectif. Et les retours qu'on a eu, que j'ai eus, sont plutôt ceux-là et plutôt positifs. Donc plus de clients en termes d'exposition, plus de diversité dans les propositions de valeur. Olivier en parlera beaucoup mieux que moi par rapport à l'automatisation, la robotique qui commence de plus en plus à venir s'intégrer aujourd'hui dans les entrepôts. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour autant, on continue de couvrir toute la chaîne de valeur. Un côté protocolaire aussi qu'on peut souligner, c'est le deuxième point sur lequel je voudrais revenir. Un côté protocolaire, on a eu on a eu le ministre, bien entendu. On a eu aussi quelques politiques. On a l'habitude de les avoir, mais peut-être encore un peu plus cette année, à la fois des députés, mais pas que. Parce qu'il y a peut-être dans les mois à venir, peut-être des échéances, a priori. Mais ça prouve qu'ils s'intéressent en tout cas au marché. Troisième chose que je retiens, c'est aussi encore un peu plus d'innovation et de démonstration. La démonstration est importante. On va continuer d'accélérer, même si on y reviendra peut-être, ou j'y reviendrai peut-être en fin de conférence. Encore un peu plus de démonstration. Donc il faut toucher, il faut tester. Voilà, ça c'est le troisième point que je relèverai. Du contenu, toujours du contenu. Même si on a vu beaucoup de monde dans les allées, tant mieux. Il y a aussi des ateliers qui ont bien fonctionné. Parce que j'aime aussi rappeler que la SITL, c'est des comités de pilotage, c'est des experts métiers qui font aussi l'ADN de ce salon-là. Et puis le dernier point, sur les acheteurs, sur le visitorat, on a la chance d'avoir un bon panel d'acheteurs. On parle du club Marco Polo, qui sont des acheteurs qualifiés. On va en parler effectivement. Donc pour finir, pour être synthétique, je reviens sur ta question, on a eu un petit peu moins de visiteurs, mais on le savait. Et globalement, on n'a pas à rougir de ça, parce qu'on est dans une reprise. Je disais, on est le seul salon sur le transport, la logistique et la supply en Europe à avoir tenu le coup. Nos amis allemands ne l'ont pas fait. Et je crois que ça, c'est un signal fort. On avait besoin d'accompagner tout le marché là-dessus. Donc voilà, donc c'est plutôt très très positif. C'est en tout cas tous les feedbacks globalement que nous ont fait les clients et partenaires. Même si on a toujours des améliorations, notre métier, c'est toujours de faire mieux, faire plus et de délivrer de la qualité de service. Voilà globalement, en synthèse, mon premier point et mon premier tour. Après, donc effectivement, de toute façon, la réussite d'un salon ne se mesure pas forcément à l'aune des chiffres. Il y a aussi une perception, des impressions que les conférences, que les rencontres qu'on peut faire laissent dans la tête des gens. Peut-être qu'on évoquera les pistes d'amélioration que certains auront pu identifier. Ça, je sais que vous acceptez le risque d'entendre. Voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. C'est ça. C'est la thématique et c'est le jeu. Donc moi j'ai assisté à de nombreuses conférences parce qu'on parlait d'une SITL à 360 degrés avec les différents points de vue. Moi je vais jouer le rôle du visiteur presque lambda, c'est-à-dire que je suis allée un petit peu de partout. Je suis allée effectivement à l'entrepôt du futur, voir la zone de démonstration drone, différentes conférences. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous faire un compte-rendu détaillé de toutes les conférences auxquelles je suis allée. Je vais simplement vous donner peut-être les fils rouges, les grandes thématiques qu'on a retrouvées dans les conférences. Il y a évidemment l'écologie et l'environnement. Ce que j'ai trouvé, moi, un petit peu nouveau, c'est qu'on ne parle plus seulement de verdir des flottes, de verdir une logistique. On la colle aussi aux mots d'attractivité et de compétitivité. Alors, c'est lié aussi à la présence des politiques sur le salon, je pense. C'est-à-dire qu'il y a
il y a une mise en cohérence, et ça avec Olivier, on en parlera tout à l'heure, qu'il y a la volonté de réindustrialiser le territoire passe aussi par une logistique performante, d'où l'importance des salons comme la ICTL. Oui, il y a quand même, j'ai oublié de dire, il y a un mot principal qui a été dit quand les portes se sont ouvertes, c'est le plaisir de se retrouver. Là, le 3e jour, ce que j'entends le plus, outre le plaisir des premiers jours, c'est quand même on a mal aux pieds. Parce que évidemment, faut pas mal se balader. On fait pas mal de kilomètres sur 3 jours. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire également? Il y a sur la livraison urbaine. Parce que l'écologie, en fait, on la retrouve en tant que telle. Il y a eu des conférences sur l'écologie en tant que telle, comment adopter de nouvelles énergies, comment verdir les flottes. Mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve sur des thématiques où c'était pas forcément ça le thème principal. Et il y a notamment la logistique urbaine et les nouvelles énergies. Il y a eu des conférences où on a pu quand même déconstruire certaines idées reçues. Donc c'est aussi à ça que servent ces salons, c'est que on réfléchit plus tout seul, on échange les uns avec les autres, on assiste on a des points de vue un petit peu différents, des débats. Voilà. Bon, tout ça, c'est mon regard de généraliste, de visiteur lambda, comme je disais, mais on a la chance d'avoir avec nous des visiteurs aguerris et surtout experts, avec exposants, utilisateurs de logistique, membres de différents jurys. Donc je vous propose peut-être de commencer par Jean-Baptiste Eval, parce que vous êtes beaucoup investi sur ces 3 jours. Oui, tout à fait. Écoutez, vous m'entendez bien? Oui, on était très heureux déjà de participer à un salon en live, en physique, de rencontrer nos clients et de nouveaux prospects. Alors nous, on avait décidé de reprendre le dispositif qu'on avait mis en place avant l'annulation de la dernière édition physique à cause du Covid. Donc on a 3 espaces en fait sur la SITL. On a un stand et puis on a pour nos clients mis en place un espace lounge pour organiser des ateliers sur différentes thématiques tout au long des 3 jours. Donc on a fait 5 ateliers, là le dernier est en train de se terminer, et puis des déjeuners. Et je dirais que ces événements, enfin ces ateliers nous ont vraiment permis d'apporter notre expertise à nos clients, à nos prospects, et puis de retrouver aussi des temps d'échange privilégiés qui n'avaient pas eu lieu depuis bien longtemps. Et ça a fait, je dirais, le bonheur, on l'a vu sur la tête des participants, de retrouver des vrais échanges. Puis nos collaborateurs aussi, qui sont venus très présents sur le salon. Et puis, on a aussi vraiment fait les choses en grand. Donc, on a fait venir un semi avec avec une... excusez-moi, c'est la fatigue des derniers jours. Avec un simulateur de conduite pour permettre aux visiteurs de faire comme s'ils étaient conducteurs d'une semi-remorque. Donc voilà, ça a pas mal marché. C'est une animation qui a eu du succès et voilà, donc très présent sur ce salon. Également à travers les conférences, je crois. Et on est effectivement lundi, le 1er jour, donc on a le responsable du transport maritime global chez Kuehne + Nagel, monsieur Otto Schardt, qui est venu clôturer le Maritime Day et qui nous a parlé de la situation du marché maritime actuel, qui est bien compliqué suite au Covid et tous les règlements et toutes les conséquences qui en ont découlé. Et puis on a eu notre Boris Herman, donc que Kuehne + Nagel sponsorise, qui est intervenu à la suite aussi d'Otto Schardt pour parler sustainability, développement durable, qui est un thème fort pour nous et qui est mis en exergue sur notre stand. Vous parliez tout à l'heure de green, de vert, d'environnement. Eh bien, voilà, nous, c'était une des thématiques fortes sur le salon pour nous. On a un énorme arbre qui symbolise sur notre stand, en fait, notre plan de neutralité carbone, qu'on appelle Net Zéro Carbone,
Voilà, et on a pu échanger avec nos visiteurs sur le sujet, et c'était vraiment un des axes forts de ce salon SITL. Et puis pour conclure, ouais, non, je pense qu'on a vraiment été très heureux de se retrouver, de voir du monde, d'avoir des contacts, voilà. Et Très vous allez bien différents. dormir. Ouais, de bien dormir aussi, ouais, effectivement. Non, vraiment très heureux de retrouver ça, ça fait du bien, et ça redonne, je dirais, même si on est fatigué, je dirais de l'énergie pour la suite. Et puis on a fait on a eu de bonnes discussions, et sans doute de beaux business à venir derrière. Très bien. Donc un exposant content. Je dirais un exposant content. Bon, maintenant, il va s'agir de démonter le stand, de gérer tous les aspects logistiques. Mais bon, on va surtout, penser aux 3 jours écoulés, et tout se passera bien. C'est ça. Et Héloïse, je me permets de rebondir. Ce qui est intéressant, je note 2 choses moi, dans les propos de Jean-Baptiste, c'est qu'en fait, Kuhn construit, j'allais dire, à travers plusieurs solutions, son salon, cette SITL. Et c'est ça qui est intéressant dans l'approche, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du one-shot, c'est-à-dire qu'il y a tout un plan qui est travaillé, une communication et des actions précises. Et donc ça, moi, j'invite tout le monde à le faire et à prendre exemple sur cette tactique, sur cette stratégie. En effet, ils ont fait venir un skipper, mais derrière, il y a un message. Et puis, il y a un deuxième point qui est intéressant, c'est le temps fort. C'est que, en fait, on le voit d'ailleurs sur leur espace, c'est-à-dire qu'ils ont mobilisé de nombreux salariés. Et en fait, la SITL est aussi là pour ça, c'est-à-dire que si demain Julien veut convier son staff, il le peut pour organiser parcours de visite, etc., etc. C'est aussi un terrain de jeu formidable pour faire du management, pour faire du team building. On ne le dit pas assez. Voilà, et ça, je trouve que c'est assez intéressant d'optimiser la SITL comme ça. Gabriel Schumacher, acheteur patron de la supply chez Bosch, le fait souvent chez nous. Voilà, donc à la fois côté exposant, mais aussi à la fois côté visiteur. On a un terrain de jeu qui peut être très sympa s'il est exploité à sa juste valeur. Donc voilà, je voulais rebondir sur ce deuxième propos aussi. Oui, ça joue également en stratégie interne finalement pour resserrer les liens. C'est tout à fait ça, mais je suis d'accord, et on voyait que dans l'équipe KN, là, voilà, beaucoup de collaborateurs étaient heureux de se retrouver, et on a eu aussi des rencontres qui se sont faites, des échanges qui ont lieu. Ah ok, tu es un tel, maintenant toi que j'ai eu en Zoom pendant des mois, c'est toi, et voilà. Et puis il y a eu des connexions aussi qui se sont faites entre business units sur des gens qui ne se connaissaient pas forcément, et des échanges qui ont eu lieu, et ce qui va permettre derrière de fluidifier, faciliter les échanges au sein de notre organisation. Donc voilà. Et puis on sent les gens, tu parlais de team building. C'est vrai que je trouve qu'il y a un petit, je suis assez d'accord avec ce constat. Il y a un petit effet team building. Donc voilà pour ce point de vue d'exposant. On a également avec nous Fabien Rouquette qui, je vous laisserai vous présenter pour K30, mais qui va nous donner en fait le point de vue d'un acheteur, d'un utilisateur en fait de logistique, de voir un petit peu. Alors, le K30 a quand même été défini dans la presse notamment comme un quai avant-gardiste, un site logistique avant-gardiste avec beaucoup d'innovation, aussi bien d'ailleurs en amont qu'en réalisation, parce que je crois que même dans la conception ça a été très moderne. Et du coup, je fais le parallèle avec la SITL, puisque c'est la semaine de l'innovation en transport et logistique. Comment vous intervenez, comment vous visitez en fait un salon comme la SITL, et voilà, comment vous en retirez des nouvelles idées? Oui, écoutez, pour moi, c'est un plaisir de reprendre aussi le contact avec le monde professionnel de la logistique au travers d'un événement comme celui-ci. Donc déjà, bravo d'avoir réussi l'organisation, et je trouve qu'effectivement c'est de très bonne qualité tout ce qui a été organisé, et je trouve que cette édition est, je dirais, presque encore meilleure que les précédentes sur plein d'aspects. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir chercher des idées, de venir voir un petit peu ce qui se fait de mieux sur le marché, le benchmark, échanger aussi avec des pairs que je peux croiser un petit peu au hasard finalement des allées, et venir me nourrir aussi des conférences et des ateliers. Donc moi j'ai particulièrement apprécié celui concernant la blockchain, où j'ai beaucoup apprécié le fait d'avoir organisé un vrai débat d'idées,
Hein, c'était pas une publicité pour la Tout le monde blockchain. n'était pas d'accord, oui. Il y avait, voilà, il y avait des avis, et donc du coup, on ressort de là, comme vous le disiez tout à l'heure, finalement, avec un panorama un petit peu des avis et des points de vue, en fait, qui permettent aussi de faire travailler son esprit critique et de se dire, voilà, finalement, de quoi j'ai vraiment besoin, est-ce que c'est une solution qu'il me faut par rapport à mon cas d'usage. En fait, moi, je viens toujours avec des cas d'usage. Ce qu'il faut, c'est préparer un petit peu ces visites. On en parlait avec un confrère. Il faut avoir en tête des cas d'usage dont on rêve ou bien qu'on est déjà en train de vouloir exécuter prochainement pour pouvoir les soumettre un peu aux exposants finalement et voir comment ils réagissent par rapport à ça. Moi, c'est plutôt comme ça que je me déplace dans ce type de salon. Parce que ça se prête malheureusement peu à des discussions poussées. Hein, ça, c'est vrai que c'est pas le but, mais ça permet d'avoir des rapides contacts finalement et de voir si ça accroche ou pas en fait. Et si derrière on peut développer plus. Et dans ce cas-là, on se recontacte par la suite. C'est-à-dire que la solution n'existe pas forcément en tant que telle, mais elle naît de l'échange entre l'utilisateur et... Oui, elle peut exister en tant que telle, et dans ce cas-là, on voit s'il y a un matching finalement, ou bien elle peut ne pas exister. J'ai eu le cas juste avant de vous rejoindre, avec une société que je connaissais absolument pas, et au détour un peu du parcours, je leur ai soumis mon cas d'usage, et ils m'ont dit, ah bah, ça nous intéresse, on a envie de bosser avec vous, etc., la redoute, voilà. Donc on peut avoir un petit peu de tout finalement. J'ai beaucoup apprécié aussi le fait de mettre en avant l'entrepôt du futur. Je trouve ça intéressant, la mise en scène, le fait de vouloir le promouvoir tout ça, avec peut-être en point d'amélioration que ce soit un peu plus visible encore, oui. et un peu moins dans un recoin entre guillemets, et encore mieux mis en scène, je pense. Mais il y a un bel effort là-dessus, et je pense que c'est dans les années à venir à promouvoir davantage encore. On est aligné, c'est un point sur lequel on doit encore continuer d'accélérer. Je crois que je voulais en parler d'ailleurs un peu en conclusion, c'est-à-dire que sur 22, la zone immersive, tu parles Fabien de l'entrepôt du futur 4.0, en effet c'est prévu qu'on accélère encore les démonstrations parce que c'est un point clé, c'est très demandé. Je discutais hier soir, pas plus tard, avec les clients de Thomas Di Masso qui est ici dans l'assemblée, avec les patrons de Sto. Ils ont dit oui, ça c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut pour pouvoir démontrer. Et du coup, ça matche bien. Tu parlais de matching, je crois. Ça matche bien avec les acheteurs et visiteurs. Donc voilà, condenser ce genre de propositions. GMR me disait la même chose il y a une petite demi-heure. On souhaite en 2022 pouvoir aussi être présent sur des solutions encore un peu plus visibles pour pouvoir toucher, tester. Voilà, donc tu as raison et on doit accélérer ce point-là. Voilà, effectivement, on sent qu'il y a un bel effort des exposants de vouloir vraiment démontrer tout ce qu'ils peuvent faire. Et on est dans des métiers opérationnels, hein, donc on a besoin aussi d'avoir du concret, effectivement, et pas que des vidéos ou des plaquettes, en fait, mais de pouvoir, effectivement, donc il y a beaucoup de mini-maquettes, de mini-démonstrations. Voilà. Après, c'est vrai qu'on voit aussi qu'il y a quelques grands acteurs du marché qui ne sont pas présents. Hein, donc on en parlait aussi un petit peu avec certains confrères. Bon ben voilà, il y a peut-être des choix qui ont été faits aussi. On sent qu'on n'est pas encore complètement repris le rythme de croisière non plus. Il y a beaucoup de salons qui s'accumulent là dans les prochains mois. Et voilà, tout le monde doit s'organiser et tout le monde n'a pas forcément pu venir non plus aussi. Voilà, pour ma part, j'ai pu venir qu'aujourd'hui, c'était compliqué. Donc on ne peut pas tout voir. Mais c'est ça qui est aussi agréable, c'est qu'on sait qu'il y a toujours un champ des possibles finalement, au-delà de le temps qu'on a pu passer ici en fait. Merci beaucoup. Julien Morel de Rimowa, alors, vous aussi utilisateur, donc j'imagine que vous allez y retrouver un peu les mêmes choses. Je vous poserai des questions parce que votre rôle au sein de la SITEL, en coulisses, vous aussi, vous devez être fatigué en tant que membre du jury des prix de l'innovation et aussi du Startup Contest. Mais déjà, en tant qu'utilisateur de logistique, comment vous abordez un salon comme la SITL ? Je voudrais rebondir sur ce que Thomas a dit et sur ce que vous avez dit aussi. Il y a un salon efficace, ça se prépare. Du coup, il y a tellement d'acteurs à voir qu'il faut savoir avant ce qu'on vient voir, sinon on déambule dans les allées et c'est pas très efficace. Donc j'avais préparé à la hauteur du temps que je pouvais y passer, c'est-à-dire assez peu, mais du coup j'ai vu 2-3 startups et c'était très riche parce qu'effectivement voir les gens physiquement c'est différent d'une démo sur Zoom
où du coup pouvoir parler avec des confrères et échanger autour d'un cas business concret, ça peut être très intéressant. Je cite SafeCube que j'ai vu hier dans l'espace de Sprint Project, c'était très intéressant. Donc, donc je suis certainement moins fatigué que Kuhn, parce que j'étais pas là tôt le matin et jusqu'à tard le soir et à préparer le lendemain et à donner du feedback. Donc la préparation, c'est très important. Ce qui m'a frappé là dans le salon, et ce qui m'a touché, c'est que je vois de plus en plus de choses qui touchent à l'amélioration des conditions de travail du collaborateur. Et c'était déjà une tendance qu'on avait vue l'année dernière, il y a 2 ans. Enfin, c'est quelque chose qui est toujours présent sur le salon. Mais là, c'est vrai qu'on était frappés avec mes confrères. On se retrouve à peu près tous les ans. Alors, l'année dernière, on s'est retrouvés, mais on n'a pas pu faire ça ensemble. Mais c'est un petit groupe qui s'est créé à travers les prix d'innovation. Donc, du coup, on est une petite équipe maintenant. Donc, on réclame même de faire partie du jury. D'ailleurs, oui, on fait appel aussi à davantage de femmes, d'ailleurs, patronnes de supply, pour pouvoir composer, réalimenter, si j'ose exprimer ainsi, le jury ou les prix d'innovation. Il faut un peu plus de diversité. Mais en effet, on a un groupe solide qui connaît bien le métier, qui est très intéressé par toutes ces solutions-là. Et c'est ça aussi qui fait la composante ou le succès, et c'est ça qui fait la composante du marché et de la proposition de valeur de la SITL. Donc merci à tous les acheteurs et à Julien qui fait quand même le grand chelem à chaque fois. Mais bon, c'est un sportif, hein, donc il est endurant. J'entends quand même l'appel à candidature pour faire partie du jury. Exactement. Si vous nous entendez. Et donc du coup, on a eu beaucoup. Jean-Luc qui va relayer tout ça, on le remercie d'avance d'ailleurs. Combien il doit en trouver du coup pour l'année prochaine ? Des nouvelles candidatures, combien il doit en trouver? Tu lui fixes combien? L'objectif, bon... Ah mince. Et donc on a vu beaucoup de startups autour du bien-être au travail, de la prise en compte de la formation, en l'occurrence le lauréat d'hier qu'on a du coup élu, Delivery Academy, qui promeut la formation des livreurs, qui est un vrai problème de la livraison du dernier kilomètre. L'attractivité de ces métiers-là est compliquée. Et du coup, je suis sensible à ça. On en avait parlé ensemble, Héloïse. Moi, je suis plutôt dans des métiers de retail depuis une vingtaine d'années. Et un des concepts qui me tient à cœur, c'est la symétrie des attentions. Je pense que c'est d'ailleurs un concept qui peut être inspirant pour les logisticiens. On ne peut pas avoir une qualité de service de nos collaborateurs en contact des clients si nous, en tant que manager, on n'apporte pas une attention au moins égale à celle qu'on voudrait qu'ils apportent aux clients. Et du coup, s'intéresser dans un salon à qu'est-ce qui pourrait rendre la vie de nos collaborateurs plus facile, qu'est-ce qui pourrait diminuer leur effort, qu'est-ce qui pourrait rendre leur motivation au travail meilleure, c'est un investissement qui va être rendu au quintuple du collaborateur en face du client. Et du coup, le fait de voir de plus en plus de solutions de la sorte, c'est inspirant. Oui, puis ça veut dire que c'est dans l'air du temps et que c'est pris en compte. Ça fait 14 ans, c'est ça, que vous êtes membre du jury des prix de l'innovation? Il paraît. Je vois. Oui, voilà, anniversaire. Et moi, je me pose une question, parce que je ne fais pas partie des jurys de l'innovation, parce que je suis une femme, donc forcément. Comment on sélectionne, sous quel prisme on sélectionne les gagnants de l'innovation? Alors, les prix d'innovation comme les startups dont on a vu le pitch hier, qui est déjà une performance, hein, de se présenter en 2 minutes chrono devant la salle, c'est pas évident. Mais voilà, quels sont vos critères de sélection? On a tous déjà nos critères propres, hein, donc c'est ce qui fait la richesse de notre groupe, c'est qu'on n'est pas tous d'accord, donc on doit débattre. Pour ma part, ce qui me paraît important, c'est déjà, pourquoi j'y participe depuis 14 ans, c'est que ça me permet de voir quelles sont les tendances du marché. Et du coup, j'ai vraiment pas la prétention dans les métiers que je touche d'avoir une vue exhaustive du marché. Donc là, ça me permet d'avoir un condensé en quelques dossiers analysés et puis ensuite en une journée de pouvoir voir ce qui se passe sur le marché. Donc là, on a eu des choses sur la robotisation, on a eu des choses sur le dernier kilomètre, sur la livraison. Et donc ça, c'est riche. Et ensuite, qu'est-ce qui me fait sélectionner? Du coup, j'ai un prisme, forcément j'ai un strabisme. Hein, donc mon strabisme, ce sera le dernier kilomètre. Parce que c'est une des grandes préoccupations de ma vie d'avant quand je travaillais chez Nespresso et encore plus de ma vie d'aujourd'hui dans le luxe, parce qu'on a
on a une vraie amélioration à apporter entre la qualité qu'on peut apporter sur nos sites web, qu'on peut apporter en qualité de relations clients dans nos boutiques, mais du coup dans des relations clients qui sont de plus en plus omnichannel, où on va commencer une relation sur le web et elle va se terminer par une livraison, on va commencer en boutique, on va se faire livrer. Il faut que l'expérience qu'on apporte quand on se fait livrer, elle soit au moins égale à celle qu'on a apportée en boutique, sinon c'est comme un mauvais café en fin de repas, ça gâche le repas. Là c'est la même chose, une mauvaise livraison après une expérience parfaite, ça va gâcher l'expérience. Et donc tous ceux qui cherchent à innover sur cet aspect, Delivery Academy a été récompensé, ou Elco dans son style a été récompensé aussi par le prix du jury. Ça touche à des choses qui sont dans l'air du temps, et ça permet de compléter les offres aujourd'hui de prestataires qui font tout ce qu'il faut jusqu'à certains mètres, et puis du coup il y a la conclusion des fois qui a besoin d'être complétée par certains acteurs, par certaines startups, par certains grands acteurs du marché aussi qui s'intéressent à ces sujets. Oui, d'achever, d'aller jusqu'au bout de la chaîne et pas seulement de s'arrêter en se disant ça y est, j'ai fait le travail. Non, il y a effectivement ces derniers mètres. Moi, je suis contente parce que j'avais fait mon petit pronostic, j'avais mon petit tiercé quand j'ai vu les pitchs de start-up et j'ai gagné. Voilà. C'est pareil pour le prix du public. Il faudrait faire des paris en fait. Oui. On pourrait faire des paris dans la prochaine édition, hein, c'est une bonne idée. C'est ça. Ça pourrait mettre encore un peu plus de piment. Voilà. Non, puis ce qui est sympa, c'est que les startups qui ont gagné, il y a un côté très humain. Je crois qu'on parlait beaucoup de la dimension RH est très importante aujourd'hui sur le marché ou sur les différents marchés. Tu en as très bien parlé. Et ça se ressentait d'ailleurs. C'est rien, ne vous inquiétez pas. Oui, ça va. Et ça se ressentait sur les pitchs. Et ça, c'est intéressant. Oui. L'humain, enfin voilà. Donc, on était ravis. C'est une bonne expérience. Et puis, il y a des critères. Tu posais la question à Julien, mais voilà, tout ça, c'est critérisé. C'est-à-dire que est-ce que la solution, est-ce qu'elle sert à quelque chose? Est-ce qu'elle a été déjà mise en place? Donc, tout ça, c'est noté. Donc, c'est très factuel. Et en effet, avec leur regard, qui est un petit peu différent, parce qu'ils sont plus ou moins spécialistes de certains domaines. Julien vient de le dire, il a un domaine de prédilection. Donc chacun a son domaine de prédilection, mais derrière, tout est critérisé, et ce qui fait que ça fait un débat d'idées, mais par contre, après, c'est très factuel. Donc voilà. Ouais. C'était pour compléter les propos de Julien. On a parlé de différentes choses, mais notamment du message de réindustrialisation du territoire et qui devra en passer par la logistique. Je pense notamment à la charte signée entre Afilog et la charte d'engagement réciproque qui a d'ailleurs fait venir un certain nombre de députés et de représentants publics. Mais cette réindustrialisation qui passe par la logistique m'amène du coup à me tourner vers Olivier Dariot. Et oui, parce qu'on observe dans les organisations professionnelles des synergies, des rapprochements, et là notamment entre le CIMOP et Evolis. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais peut-être de nous rappeler rapidement ce que représentent ces deux organisations professionnelles et comment vous en êtes venus à vous rapprocher. Alors, le CIMOP, c'est l'organisation de la robotique, des machines, des moyens de production industriels. Donc ça couvre la robotique, les machines-outils, hein, la métrologie, voilà, une partie du digital aussi. Et Evolis, c'est hybride, c'est des équipements pour justement la logistique, les manutentions, mais aussi pour le TP, la construction des travaux publics, et pour tout ce qui est fluidique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'adhérents qui viennent d'Evolis, de la manutention, mais il y a aussi des adhérents qui viennent du CIMOP, de l'industrie. ABB, Siemens, Stobli sont des adhérents du CIMOP. Et en fait, ils se diversifient dans la manutention. Et donc, la décision, en fait, l'organisation professionnelle, elle suit les stratégies de ses adhérents. Et la décision des adhérents des deux parties, c'est de faire une seule et grande organisation qui va promouvoir l'offre de technologie, l'offre de solutions technologiques, avec beaucoup de points communs, beaucoup de choses transversales, à la fois sur le plan du métier, à la fois sur le plan de mettre en valeur l'offre technologique. Et on vient de signer un contrat stratégique de filière avec la ministre de l'Industrie qui s'appelle Solutions Industrie du Futur. Et ce contrat stratégique, il vise à mettre en visibilité les offreurs de technologie, français, européens, on va dire,
et de pouvoir développer des offres sur des projets qui sont des projets des donneurs d'ordre. Parce que quand la Redoute arrive avec un cas d'usage, c'est typiquement une approche très industrielle. J'ai un cas d'usage et je viens chercher des solutions qui vont m'être apportées par une entreprise ou par un groupe d'entreprises. Eh bien, ce contrat de filière et toute cette nouvelle logique qui est en train de se développer, elle va complètement être au cœur de ce qu'on veut faire dans l'organisation professionnelle. C'est-à-dire promouvoir l'offre, mais la mettre en relation avec des entreprises qui cherchent des solutions. Et promouvoir l'offre aussi dans certaines conditions, parce que j'imagine que ce type d'association et de réflexion, c'est à minima pour que l'offre reste européenne, voire française, non? Bah écoutez, là j'ai visité un adhérent qui me dit il y a quelqu'un qui est plutôt d'Extrême-Orient qui propose une solution robotique à un prix qui n'est pas possible sur le marché. Donc effectivement, je pense qu'il ne faut pas être naïf. Si on veut reparler d'industrie, il faut aussi protéger un certain nombre d'entreprises qui sont souvent des PME, des PME très créatives, très innovantes. Et il faut quelque part aussi pouvoir se défendre contre des tentatives de dumping. En l'occurrence, je ne sais pas s'il s'agit d'un dumping, mais il faut faire très attention quand même à ce rapport. Et je sais que les acheteurs font très attention à ça, qu'il y a d'autres dimensions comme ce qui a été rappelé ici, qui rentrent en ligne de compte dans un processus d'achat. Voilà, donc nous on privilégie aussi la collaboration, c'est en train de se mettre en place et ça sera à mon avis la condition de réindustrialiser, c'est de développer le collaboratif au détriment peut-être du prix et des solutions d'achat qui sont très transactionnelles, quoi. Et Olivier, tu parlais de du contrat, de l'accord qui a été signé. Est-ce qu'aujourd'hui tu constates une accélération de cet effet d'automatisation, de robotisation dans le secteur du transport logistique, où on en est encore qu'au balbutiement de ce que si tu fais un parallèle de ce que tu as connu et poussé et drivé sur ta filière, sur, on va dire, l'industrie, dans le sens large du terme. Tu sors de Global Industries, où vous êtes partenaire. Voilà, sur la logistique, quelle est ta vision par rapport à ça? Où est-ce qu'on en est? Si on est sur une échelle de 0 à 10, on en est où par rapport à ce qui doit être fait à l'heure actuelle sur l'automatisation et la robotique? Si tu veux, en termes de marché, l'industrie ne progresse pas. Enfin, l'industrie a baissé pendant 30 ans, elle s'est stabilisée. Donc on est sur un marché flat, avec les problématiques de grandes industries françaises comme l'aéronautique. Donc à part le luxe qui continue à marcher très bien, il y avait le luxe et l'aéronautique. L'aéronautique est complètement down. Donc en fait, c'est quand même critique dans l'industrie. Et le réindustrialiser sur les piliers classiques de l'industrie, ça remettra forcément du temps. Par contre, le marché de la logistique, qui sont quand même des services à caractère industriel, explose. Donc là, on est à plus 25. Donc FIV, enfin... Notre contrat stratégique de filière, le président, c'est intéressant, c'est Frédéric Sanchez, c'est le président de FIV. Et FIV, c'est un acteur de l'industrie, mais c'est aussi un acteur de la logistique. Et donc, en fait, on voit bien que ces services à caractère industriel deviennent des industries et que les frontières sont poreuses. Et moi, je pense qu'il faut avoir une vision large de l'industrie, pas une vision étriquée sur les filières dites mécaniciennes traditionnelles. Et voilà, et donc, alors après, où est-ce qu'on en est ? Je pense que le secteur de l'automatisation, nous, le marché, la vision qu'on en a chez Evolis, c'est un marché qui fait plus 25%, donc c'est énorme. Donc ça va continuer à se développer, il va y avoir la technologie va arriver, peut-être des technologies de métrologie sont en train d'arriver dans le secteur. Ça va, en fait, il y a d'immenses perspectives, et justement pour tous ces sujets aussi, revalorisation des métiers, quand on robotise un secteur, c'est aussi pour que les tâches sans intérêt soient prises en charge par la machine, mais que le technicien, l'opérateur ait un rôle beaucoup plus actif, comme ce qui se passe dans l'industrie. Donc tout ça, c'est des choses qui sont assez similaires, mais il y a une explosion du côté de la logistique, c'est évident. Hein. La logistique, une industrie comme une autre. C'est depuis longtemps, on constate, mais en fait, c'est un service à caractère industriel, il y a le client au centre et ça utilise des technologies qui pour partie sont des technologies industrielles.
Voilà. Moi, je voudrais aussi en profiter pour te remercier, Thomas, remercier toute l'équipe de RID, parce que ça a été aussi une période très difficile pour vous et que vous avez tenu, je trouve, le coup avec beaucoup de courage. Et nous, on est fiers d'être votre partenaire parce que je trouve que c'est quand même assez remarquable quand on a un business qui tombe complètement de garder au moins devant vos clients un regard optimiste. Et je pense que je voulais te saluer pour ça et saluer ton équipe. Non, c'est sympa, on n'est que le reflet du marché, j'allais dire, on est le reflet du marché, puis si on peut aider à contribuer à une certaine dynamique, ben on le fera, voilà, on n'a pas un objectif à court terme. En tout cas, merci pour tes propos. Je crois qu'on a Fabien qui voulait rebondir. Oui, effectivement, je voulais rebondir sur le côté industrialisation de la logistique, en fait, parce que c'est vraiment le cœur du sujet, en fait, depuis quelques années, et ça va l'être pour les 10, 15, 20 prochaines années. En fait, la logistique, de manière globale, était assez en retard, en fait, technologiquement parlant, et la plupart des entreprises avaient peu investi dans ce domaine-là, en considérant que c'était finalement pas stratégique. Or, il s'avère que ça l'est, et ça le devient de plus en plus au regard des exigences des clients finaux, finalement, quel que soit le domaine, qu'on soit dans le luxe ou dans l'automobile ou dans le retail ou quoi que ce soit. Et en fait, pour moi, il faut avoir une vision d'avenir en se disant ma logistique, ma supply chain doit devenir un avantage concurrentiel, en fait. Elle doit me permettre d'avoir finalement un coup d'avance sur mes confrères concurrents. Hein, et c'est comme ça que la Redoute, nous, on a conçu en fait et construit notre nouveau site qui est 30 que j'ai l'honneur de diriger, en essayant d'être un peu avant-gardiste il y a 5 ans. On se rend compte que maintenant, ces technologies-là, elles sont complètement matures et donc il y a de plus en plus d'industriels / des logisticiens qui viennent s'inspirer et qui développent ces technologies-là. Et donc ça va devenir un peu la nouvelle référence en fait, hein, les systèmes de bucket sorter, les mini-loads, etc. Mais ça ne fait pas tout. Et il faut aussi faire ça, encore une fois, en regard de finalement quel est le but de l'entreprise, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce que veulent nos clients, sélectionner les bons outils ou les co-développer. Il y a encore énormément à faire. Moi, je trouve que c'est merveilleux parce que c'est un domaine qui me semble sans limite, en fait, la logistique. Et je pense qu'on a des années encore merveilleuses à venir d'innovation. Moi, je suis à chaque fois ébahi de voir le nombre de startups qui démarrent et qui se touchent des super idées. J'ai retrouvé avec plaisir Flowlity sur le salon ici. C'est une super solution. Je les ai rencontrés il y a 2 ans, ils étaient 2, ils sont 20 maintenant, ils ont signé un peu partout. Voilà, donc. Et voilà, quand on a une bonne idée, ça peut marcher. Et en tant que on va dire, professionnel de la logistique, je pense qu'il faut en permanence se réinventer finalement. Et c'est pour ça que c'est important de venir se nourrir. Et on sent un bel élan, je trouve, y compris en France. Et je pense qu'on a plein de belles cartes à jouer. Julien, vous vouliez peut-être compléter ? Ouais, c'est inspirant ce que vous disiez. Là, il y a un peu moins de 10 ans, j'étais président d'une association professionnelle et on lançait une grande démarche avec French Apix, aujourd'hui l'association française de supply chain management, dont le titre était, donc c'était un think tank dont le titre était réindustrialiser la France par la supply chain. Et donc on avait émis tout un tas de recommandations qui d'ailleurs ont fait écho à l'époque, monsieur le ministre, monsieur Macron, à l'époque, qui avait dans son ministère la logistique, qui était passionné d'ailleurs du sujet. Et une des grandes tendances qui a beaucoup accéléré, d'ailleurs, on va dire grâce au Covid, mais je pense qu'il ne va pas s'arrêter, c'est que les aspects de robotisation, les aspects de réindustrialisation, donc de relocalisation d'entrepôts sur le territoire français, ça redevient des sujets cruciaux parce que l'e-commerce a pris une part prépondérante dans le chiffre d'affaires de beaucoup d'entreprises. Il y a certaines grandes maisons de luxe que je connais bien, qui sont dans le groupe, qui ont vu passer leur taux d'e-commerce, qui ont vu prendre 10 points, quasiment doubler leur taux d'e-commerce sur une année. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis que les boutiques réouvrent, les boutiques reprennent leur activité normale, mais le taux d'e-commerce ne baisse pas. Donc ça a permis d'accélérer l'e-commerce. Et quand on dit accélérer l'e-commerce, j'étais pas plus tard que la semaine dernière sur l'entrepôt de Vuitton à Cergy, qui ont robotisé leur entrepôt depuis quelques mois. Et du coup, ils ont robotisé le picking, en fait.
je pense que c'est plus difficile, enfin là je parle en non spécialiste, mais de mécaniser ou de robotiser quand on transporte de la palette. Par contre, quand on fait du picking, là on commence tout de suite à avoir des ratios qui peuvent être intéressants, la pénibilité au travail qui peuvent être réduites par des robots, c'est ce qui s'est passé dans cet entrepôt à Cergy. Et donc la hausse de l'e-commerce fait pour moi deux phénomènes. Un, la robotisation redevient un sujet pour plein d'entreprises intéressant là où c'était pas un sujet avant. L'investissement peut en valoir la peine. Et deux, pour pouvoir mieux livrer le dernier kilomètre, pour pouvoir être précis dans la livraison qu'on va faire, il faut des stocks qui ne soient pas trop loin de là où on livre. Quand on a un stock central à 1000 km, 2000, 3000 km de là où on doit livrer, on ne peut pas être fiable, on ne peut pas avoir des délais same day ou le lendemain et en étant fiable sur un créneau de 2 heures si on est à 10 000 km. Quand on est à 100 km, là ça commence à devenir intéressant. Et d'ailleurs on a ouvert un entrepôt de proximité avec Kuhn en région parisienne pour ces raisons-là. C'est pour être proche de notre bassin de clients parisiens pour pouvoir livrer sur des créneaux très très précis. Ce qui veut dire que ça a aussi un impact sur l'aménagement du territoire. Du coup, quand on réouvre des entrepôts, on réembauche sur le territoire. Et j'ai là ouvert... où les pouvoirs publics ont... y a un vrai rôle à jouer. Doivent s'y intéresser, oui. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de comment chacun pouvait vivre le salon, de ce qu'il en attendait, de ce qu'il en a obtenu. Ça se prépare très longtemps à l'avance. Comme un visiteur prépare son parcours, les organisateurs travaillent très longtemps à l'avance. Je suis même sûre qu'en coulisses, ça commence déjà à travailler sur la prochaine édition. Thomas, est-ce que vous avez tous ensemble déjà commencé à réfléchir pas forcément à des thématiques de conférence, c'est un petit peu tôt, surtout pour être dans l'air du temps, mais dans les axes d'amélioration, on parlait de l'entrepôt du futur. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui sont remontées C'est un métier comme tout métier où il faut se remettre en question. C'est-à-dire que cette information, ces réflexions, ces retours d'expérience, à la fois sur des sujets très opérationnels, mais comme sur des sujets beaucoup plus stratégiques qui vont aider le marché. C'est plus là-dessus qu'on va, en tout cas, à très court terme qu'on va travailler, c'est-à-dire que comment demain l'édition de la CITL en 22, en tout cas, répondra aux attentes à la fois des clients, de Jean-Baptiste et de ses équipes, des autres clients sur les secteurs, et comment elle va répondre aux attentes des visiteurs. Alors, on a plusieurs règles à ça. Déjà, nous, en interne, on va débriefer, on va regarder. On va écouter beaucoup aussi nos clients, on va écouter aussi les acheteurs. On a déjà pris quelques informations sur ce qui vient d'être dit là. Donc, on fait un 360 degrés. On applique des méthodes basiques, traditionnelles. Et si on est proche de nos clients, proche du marché, proche de nos partenaires, proche de nos acheteurs, je rappelle que le comité stratégique, c'est que des acheteurs. Donc, c'est quand même eux qui nous inspirent dans les solutions qu'on va proposer. Donc, globalement, si on a à peu près une bonne méthodologie, on ne devrait pas beaucoup se tromper. Quoique, sur les conférences, donc en effet, c'est trop tôt sur les thématiques. Par contre, en effet, un point qui me semble hyper important et que j'ai entendu à travers les propos, entre autres, de Fabien, c'est qu'en effet, et à travers les propos de certains clients encore ce matin, il faut encore accélérer sur les démonstrations, sur ce qu'on doit proposer, promouvoir, sur toutes les innovations, parce que c'est ça, c'est ce qu'on attend d'une SITL, et l'acronyme de la SITL, la semaine de l'innovation du transport de la logistique. Donc à un moment, il faut que notre proposition de valeur soit cohérente par rapport à ça. Donc on va encore un peu plus muscler ce mode opératoire en termes d'immersif. Je pense à Olivier, on doit se revoir rapidement d'ailleurs pour pouvoir l'associer un peu plus davantage par rapport à ses engagements qu'il a pris avec le ministère. Donc ça, voilà, donc il y a une impulsion forte de fédération, de ses adhérents, une impulsion du gouvernement. Donc voilà, derrière, comment nous on va s'approprier ces sujets-là pour pouvoir apporter les bonnes réponses. Donc ça, c'est une certitude qu'on va encore accélérer ce côté-là et qu'il y a des bonnes démonstrations, y compris sur d'autres secteurs, d'autres salons qui sont probablement encore un peu plus avancés que nous là-dessus, mais on a d'autres avantages concurrentiels par rapport à d'autres salons. Et puis un avantage, c'est que, encore une fois, on est le seul événement à tenir. On est plutôt vertueux, voilà, donc on est proche de nos clients, donc ça c'est déjà le bon point qui va nous permettre de réenclencher rapidement et d'apporter des solutions, tant sur l'amélioration de l'expérience client, sur l'hybridation, sur des nouvelles plateformes. Mais voilà, en tout cas, il y a la mais je veux dire, le nerf de la guerre, ça va être la stratégie. C'est bien comprendre ce que veulent nos clients et les acheteurs et donc porter la bonne stratégie, voilà, et les accompagner. J'aime aussi rappeler qu'il faut accompagner nos exposants, nos clients tout au long de l'année. On ne fait pas du one-shot, moi ça ne m'intéresse pas.
Ça m'intéresse pas, on ferme boutique ce soir et puis 3 jours. après, aucun intérêt. C'est pas comme ça qu'il faut qu'on fonctionne. Pendant des semaines et des semaines, on a eu des échanges avec Cuny la gueule. Des fois, c'est pas simple, mais des fois, ça s'accélère, des fois, ça s'arrange. Et puis derrière, ils me font des retours, ça à la fois opérationnel, puis à la fois un peu plus stratégique. Mais c'est ça qui est intéressant. Notre engagement, c'est ça. Voilà. Donc, et c'est ce qui fait aussi le charme de notre métier. C'est ça, avec un secteur qui en a envie, qui a envie d'être là et d'être acteur de son salon. Exactement. Ce qui était pas, voilà. Donc on est co-acteurs à côté de nos différents panels, les partenaires officiels, les médias, les clients, les acheteurs, et j'en oublie d'autres, mais c'est ça qui compose l'écosystème de l'Essitel. C'est pour ça que j'aime à dire qu'on n'est que le reflet. Et ben nous, on essaye de mettre l'écrin qui va bien au bon moment, y compris avec les journalistes, les animateurs, et puis on n'oublie pas le staff, parce que c'est quand même un boulot de fourmi. Voilà, il y a beaucoup de travail derrière. Hein. Ça se monte pas. C'est un an de travail. Donc voilà, comme quand on livre une collection dans la mode, dans le luxe, lorsqu'on lance une collection ou une nouveauté, un nouveau service chez Cuny la gueule ou autre, c'est des mois et des mois de boulot. Bah, c'est pareil pour nous finalement. Il y a tout ce qui se passe en coulisses, effectivement. Voilà. Donc voilà, on rappelle, et on est déjà sur l'édition 22 du 5 au 8 avril à Villepinte. C'est un beau terrain de jeu, Villepinte aussi, donc on garde ce principe de l'alternance. Villepinte en plus a été entièrement refait sur le pavillon 6, donc on aura quelque chose de très sympa à proposer, entre autres à nos amis transporteurs qui aiment bien aussi travailler sur Villepinte et anticiper. Voilà. Très bien. Donc dans moins d'un an, je disais un an, mais non, ça fait 7 mois, on revient sur un calendrier plus traditionnel. Parce que là aussi, le marché souhaite se repositionner globalement sur ce calendrier qui convient aux tendances et à lancer la dynamique business et commerciale. Voilà, moi j'ai plus de questions. Je vous remercie tous d'avoir donné vos points de vue et voilà comment vous aviez vécu tout ça. Donc merci beaucoup, merci Thomas, merci Olivier. Non, mais c'est nous qui remercions Fabien, Julien, Jean-Baptiste et Olivier. C'est toujours top de finir avec des gens sympathiques, experts et professionnels et bienveillants. Merci à vous quatre et merci Héloïse. Merci. Merci Héloïse. Merci. Business comes in all